Congo-Afrique qu'une revue, une mémoire, une vision. Aujourd'hui, un échange exceptionnel avec le professeur Luc Mubiala Mutoy. Bonjour, merci d'abord pour l'invitation. Je suis le professeur Mutoy Mubiala. J'enseigne à la faculté de droit de l'université de Kinshasa, mention droit de l'homme. Et j'enseigne aussi dans quelques universités étrangères, notamment actuellement à Lyon 3, l'université Jean Moulin. Et en plus de ça, j'exerce comme consultant dans le domaine des droits de l'homme et de la justice transitionnelle. Consultant pour le gouvernement africain, comme consultant aussi pour les Nations Unies, où j'ai œuvré pendant 25 ans avant ma retraite en 2019. Cette relation est née dans le cadre de mon éducation. Étant catholique, donc j'ai étudié chez les missionnaires et depuis très tôt, j'ai eu accès à des revues catholiques, notamment à l'époque Afrique chrétienne, et qui paraissait chaque semaine, mais aussi Congo-Afrique. Et j'ai connu Congo-Afrique au début des années 1970, plus particulièrement à partir de 1972, lorsque j'ai été admis au petit séminaire de Kinzambi. Et au petit séminaire de Kinzambi, il y avait Congo-Afrique, parmi les revues, et Afrique chrétienne bien sûr, qui étaient envoyées, donc les séminaires étaient abonnés, et nous avions ça dans notre salle de lecture, donc à laquelle on peut accéder pendant la récréation ou pendant les temps libres. Et moi j'étais friand de lire Afrique chrétienne et Congo-Afrique. Et j'ai accédé très tôt à Congo-Afrique. Et à l'époque, vous vous souvenez, c'était la période de mission Apollo. Et il y avait Jules Breuil qui écrivait beaucoup, donc dans la revue. Et c'était des articles qui m'ont beaucoup impressionné sur les missions Apollo 9, Apollo 10, etc., etc. Donc, voilà comment j'ai connu Congo-Afrique, et très tôt, j'ai commencé à lire l'actualité africaine et l'actualité internationale, et la crise du Soudan et d'autres crises en Afrique. Et finalement, je suis devenu un fidèle lecteur avant de devenir un fidèle auteur pour Congo-Afrique. La motivation principale, c'est de partager la pratique et les connaissances dont j'ai eu la grâce. Je dois vous dire que c'est quand même un privilège d'avoir évolué sur la scène internationale à l'ONU pendant 25 ans et d'être un spectateur ou un acteur privilégié donc des événements qui se passent en Afrique. Mon travail, par exemple, m'a permis de visiter plus de 40 pays africains et souvent à plusieurs reprises, et de représenter l'ONU dans certains pays, et notamment au Cameroun pendant 2 ans, et comme représentant du Haut-Commissariat aux droits de l'homme pour l'Afrique centrale. Et sur d'autres événements importants comme la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, la phase préparatoire, j'ai participé à pas mal de choses, et je me suis dit que ces choses-là échappent souvent aux citoyens moyens qui n'a pas la chance d'y participer. Alors, quel est le meilleur cadeau que je peux faire à mes compatriotes et aux autres Africains? C'est de partager, c'est comme l'histoire immédiate. Les choses qui se passent et je les analyse et immédiatement aussi Congo-Afrique m'a ouvert ses portes et les publie systématiquement. Je dois vous dire pour la petite histoire que aucun de mes articles n'a été refusé. Et depuis que j'ai commencé à publier
chez Congo Afrique, des années plus de 60 actuellement certainement, mais donc chaque fois que j'envoyais, je voyais de l'autre côté comme s'il y avait aussi envie de toujours recevoir quelque chose de moi. Donc alors, vous savez que la vie au Congo est très internationalisée et la présence des Nations Unies est importante, depuis l'indépendance d'ailleurs, depuis l'opération des Nations Unies au Congo. Je me rappelle bien, parce qu'à l'époque, mes parents travaillaient chez Unilever, et lorsque le rebelle mouléliste avançait, il rasait d'abord, il visait les missions, il visait les bureaux administratifs, dans l'administration de l'État, mais il visait aussi les secteurs privés. Et en 1964, si je me rappelle très bien, ou 63, nous avons dû être évacués vers nos villages avec nos mamans. À l'époque, donc, je suis encore enfant. Donc, et ça, cette expérience-là m'a suivi durant toute ma formation et ma carrière. Alors, je me suis dit que voilà, que Dieu m'a donné la grâce et la chance de pouvoir évoluer dans ces milieux qui s'occupent beaucoup d'Afrique. J'ai travaillé seulement au Bureau Afrique. J'ai pas changé de bureau. Bureau Afrique depuis 1994 jusqu'en 2019 à ma retraite. Donc c'était une grâce énorme. Alors il faut partager les fruits de cette grâce-là. Voilà, c'est ce qui me motive principalement pour publier dans la revue Congo Afrique. Il y a la paix dans un premier temps, mais qui est très liée aux questions des droits de l'homme, dans le cadre desquels, en fait, j'ai fait toute ma carrière. Donc, j'ai commencé comme fonctionnaire des droits de l'homme ici, au Congo, en 1987, lorsque le président Mobutu avait créé le premier ministère des droits humains, ça s'appelait le département des droits humains, dirigé à l'époque par Maître Nimi Maïdi Kangimi, son ancien directeur de cabinet. Et nous étions là-bas une dizaine ou douzaine de jurisconsultes dans son cabinet pour travailler avec lui. Donc, c'est après cela que je suis parti pour les études et que, à la fin de ma thèse, finalement, le droit de l'homme m'ont retenu et j'ai été maintenant au service du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Il y a les droits de l'homme, donc, et puis il y a aussi un autre secteur qui est lié aux droits de l'homme et à la paix, c'est la démocratie. Donc voilà. Alors, les questions évidemment de développement ne me sont pas aussi étrangères, même si je n'ai pas beaucoup écrit dans ce domaine, mais il m'arrive de temps à autre, si un sujet est pertinent et peut avoir un intérêt pratique pour notre pays ou pour l'Afrique, de me lancer aussi dans l'écriture concernant les questions économiques, sociales et environnementales. La revue a beaucoup influencé d'abord mon éducation, comme je l'ai dit, donc ma carrière d'étudiant. Je me rappelle très très bien que l'un de mes points forts, ou l'une de mes forces au niveau de l'école secondaire, déjà du primaire d'ailleurs, c'était d'être au courant de l'actualité immédiate. Donc, tant et si bien que même quand nous étions au niveau du second, en fait, du cycle d'orientation et même des débuts des humanités, il y avait des aînés qui préparaient l'examen d'État, mais qui venaient me consulter avant d'aller à Kikwit pour préparer leur examen d'État. Parce qu'ils voulaient avoir des informations sur le projet comme Inga. À l'époque, c'était encore en fait des projets en idée, en pipeline. Alors, donc, ça m'a donné une dimension intellectuelle importante dès l'école primaire, mais surtout au secondaire, où tout le condisciple, tout ça, se référait à moi pour savoir qui est le président de tel pays, se référait à moi pour savoir quel est le projet qui doit occuper l'Afrique, quel est le projet d'avenir, tout, etc. Donc, ma réputation, en fait, déjà à l'école secondaire est partie de là. Et ça a été important pour moi, en termes de formation personnelle, mais en termes aussi de partage avec les condisciples et parfois même les aînés qui venaient se renseigner auprès de moi. Et ça m'a préparé en fait en réalité à la carrière internationale. Et donc cet accès à des éléments et des articles à l'époque
du Congo-Afrique, etc., ça m'a formé. En plus de ce que les pères jésuites, qui étaient mes professeurs pour la plupart, m'ont donné comme cours, le père du Sar, le père des mystères, etc., qui sont morts maintenant, paix à leurs âmes. Mais en tout cas, ça a été un complément indispensable qui m'a presque pratiquement fait distinguer des autres étudiants qui ne s'arrêtaient qu'au cours et au syllabus. Moi, j'avais un plus, une valeur ajoutée, et c'est grâce à Congo-Afrique notamment, en particulier. Voilà. Congo-Afrique a joué un rôle d'éclaireur. Donc, l'éclaireur et ce qu'on appelle la fonction d'oracle. Donc, pour prévenir, donc pour éduquer, sensibiliser, informer. Alors, une élite qui est bien informée est une élite qui peut prendre des décisions raisonnables pour l'avenir du peuple. Je regrette que j'ai rencontré un ancien condisciple qui a travaillé pour la Banque mondiale et il m'a félicité tout simplement. Il me dit, je vous lis souvent dans Congo-Afrique, mais si on mettait en pratique ce que Congo-Afrique publie, donc il y a pas mal de choses quand on publie, il y a des recommandations, il y a tout, etc. Si les dirigeants ou le gouvernement mettaient en pratique les 10% de ce qui est publié dans Congo-Afrique, je crois que nous serions très loin. Et malheureusement, j'ai l'impression que les gens ne lisent pas beaucoup. Parce que même si vous voyez la liste des abonnés d'honneur, vous trouvez des responsables importants sur le plan politique, etc. Mais est-ce qu'ils lisent ça? Est-ce qu'ils ont le temps même de faire lire ça par leurs conseillers, tout, etc., de leur faire des notes sur tel aspect, sur tel autre, tout, etc. C'est ça le problème. Donc, en fait, ça reste un instrument, pour le moment, plutôt académique, au lieu d'être un instrument opérationnel qui guide la politique, enfin les politiques publiques, si on peut dire. Voilà. Ce qui manque, d'abord, il y a beaucoup de choses. Le Congo-Afrique couvre tous les secteurs de la vie publique. Et vous avez nation et institutions, donc tout ce qui touche à la politique, à la gouvernance, etc. Mais vous avez aussi la vie sociale, donc ça c'est important. Donc en fait, Congo-Afrique couvre toutes les matières, si on peut dire. Mais évidemment, il manquait quelque chose, naturellement, c'est une œuvre humaine. Mais qu'est-ce qui manque? Je ne vois pas a priori, mais peut-être que on pourrait faire un peu plus d'efforts pour parler du milieu rural. Parce que à l'heure actuelle, je pense que le grand problème que nous avons, c'est l'urbanisation accélérée, et en particulier dans la ville de Kinshasa. Mais le monde rural, pourtant, c'est une revue qui est arrivée partout, dans les missions, etc. Donc, les gens sont déconnectés. Donc, il faudrait que peut-être le Congo-Afrique revienne dans le temps, c'était comme ça, à des articles qui s'occupent, par exemple, de la conditions de vie dans le milieu rural, c'est qui concerne l'agriculture, la pisciculture, tout ça, des choses du commun de mortels. Je crois que nous sommes devenus un peu plus mondialistes, un peu plus urbanisés dans nos articles que nous publions. Bon, on aborde la question du changement climatique, c'est important, le changement climatique, mais c'est encore plus important pour les paysans. Hein? Alors, donc, il faudrait peut-être que Congo-Afrique se rapproche un peu plus de masse. Hein? C'est ça un peu l'objectif. L'école des jésuites, c'est un peu la vie avec le commun de mortel, en fait, les citoyens en fait, moyens, les paysans, les ouvriers, tout ça, etc. Donc, je crois que il y a lieu de réhumaniser Congo-Afrique comme c'était dans les camps dans les années 60 et dans les années 70, où j'ai eu le premier rapport avec j'ai lisé beaucoup d'articles, mais c'était vraiment des articles qui concernaient la vie à l'intérieur du pays, dans le monde rural, etc. Voilà. Je crois qu'il faudrait qu'on se recentre un peu sur ces aspects-là. C'est une évolution importante dans la mesure où il y a eu pas mal de rumeurs dans le temps
que les articles publiés dans Congo Afrique ne sont pas considérés comme des articles scientifiques. Pour les professeurs, par exemple, ou les gens qui font la carrière académique, pour changer de grade, pour être promu, il faut prouver, montrer quelques éléments de publication. Et dans le temps, moi j'ai entendu certains bruits sur le fait que les articles publiés dans Congo Afrique n'étaient pas considérés comme des articles scientifiques. Moi ça m'étonnait, parce que si on regarde même le conseil de rédaction, le comité scientifique, ce sont des gens qui répondent aux critères. Les critères scientifiques d'une revue, c'est évalué à travers son comité de rédaction, ce comité scientifique. Alors moi j'étais très étonné, mais le fait d'avoir indexé la revue, surtout sur le plan international, je pense va enlever ces prétextes-là à beaucoup. Évidemment, ça fait en sorte que certaines personnes qui étaient peut-être désireuses de pouvoir publier chez Congo Afrique ont publié ailleurs par crainte que leurs articles ne soient pas considérés dans l'évaluation des publications, etc. Mais je crois qu'avec l'indexation, cet obstacle-là devrait être levé. Oui, le monde à l'heure actuelle globalisé, si on peut dire, est informatisé. Et maintenant, on parle même de l'intelligence artificielle, etc. Donc, je pense que plus on est dans ces sites-là, donc, etc., plus on est plus visible, plus on communique, on partage ce qu'on a produit. Et je crois que la grande bataille de ces siècles, c'est à ce niveau-là, c'est celui qui va avoir la visibilité, qui sera en fait le gagnant. Donc, si jamais une course vers la réussite, etc. Je crois qu'il faut, c'est une bonne chose. D'ailleurs, avant même que cela ne soit indexé, Congo Afrique était envoyé dans plusieurs bibliothèques à travers le monde. Moi, je sais quand vous allez à Leiden, aux Pays-Bas, vous avez ça. À l'UED, moi j'ai longtemps vécu dans la résidence universitaire de l'Institut d'études de développement à Genève. Eh bien, Congo Afrique était là. Jusqu'à une certaine période, bon, il y a eu quelques difficultés, un moment où ça ne paraissait pas régulièrement. Mais c'est une revue qui a le mérite, par rapport à d'autres revues, même au Congo, d'être d'abord publiée régulièrement. Et le quart de temps entre la publication et de ces 6 mois, c'est pas beaucoup pour une revue qui est mensuelle. Donc, c'est pas beaucoup. Donc, je crois que c'est régulier, les sujets sont pertinents. Et puis, il y a aussi le CEPAS derrière aussi qui lui donne une sorte de garantie institutionnelle, une référence intellectuelle et morale pour sa considération à travers le monde. Et puis, bon, mon amour pour Congo Afrique a fait aussi que il faut joindre toujours l'utile à l'agréable. Donc, je suis abonné d'honneur depuis 1993, donc plus de 30 ans. Donc, pour moi aussi, c'est une façon aussi, et en dehors de contributions que j'ai fait sur le plan intellectuel, de contribuer aussi matériellement à l'équilibre budgétaire de la revue. Voilà. Eh bien, je souhaite qu'il le fasse, et qu'il le fasse si souvent, parce que dans le temps, il arrivait qu'on publie même les textes des étudiants à l'époque. Vous savez, je crois que les gens comme les auteurs comme Kamana ont commencé à publier quand ils étaient encore en train d'étudier, donc en théologie, je crois, ou en philosophie à l'époque, et donc quand ils étaient étudiants. Moi-même, j'avais tenté ma première expérience, donc j'ai voulu publier, alors que j'étais encore en 3e graduat. À l'époque, le rédacteur en chef, c'était d'ailleurs un de nos profs, le professeur Moudou Maloukoji, et il m'avait dit que l'article était bon, mais je ne sais pas pourquoi c'est pas sauté, c'est parce que j'étais encore étudiant, ou je ne sais pas pourquoi, mais en fait, c'est vite passé de toute façon, parce que quelques années plus tard, j'ai eu le plaisir maintenant d'avoir été reçu comme vous avez dit, auteur prolixe de Congo Afrique, et le père Léon de Saint-Moulin, dans le numéro 500
avait fait une sorte d'évaluation quantitative, hein, sans pour autant enlever la perspective qualitative des auteurs ayant le plus publié dans Congo Afrique. Et curieusement, malgré mon âge par rapport à ceux qui étaient là, parmi les premiers, j'étais parmi les 5 premiers. Donc j'étais 4e, je crois, après le père Léon de Semoula lui-même, après Kamana et après le père Bonting. Donc, et puis moi je venais en 4e position avec 47 publications, je crois, à l'époque. Bon, je pense que bon, les trois premiers sont décédés, mais je voudrais quand même que Dieu m'accorde encore une longue vie. Hein? Donc, je pense à eux, je dis, mais comme les 3 sont c'est le prochain tour, voilà, pour continuer à contribuer au Congo-Afrique le plus longtemps possible. Donc, parce que maintenant aussi avec la retraite, bon, on a aussi beaucoup d'événements, les accords de paix qui sont signés, tout, etc. Il faut que ça soit analysé. Donc, il faut qu'on sache qu'est-ce que la population gagne dans ce processus, etc. Donc, je crois que c'est la bataille maintenant que nous devons livrer. Essayer un peu de nous recentrer aussi sur la RDC, parce qu'on a un peu été trop mondialisé. Donc maintenant, je crois que ici, le développement doit partir, la dynamique du développement doit vraiment partir de réflexions endogènes. Donc pour voir pourquoi ça ne marche pas en RDC et qu'est-ce qu'on doit faire pour changer la culture, les paradigmes, tout ça, etc. C'est ça la question de l'heure. Donc c'est l'axe majeur qui devrait être l'axe majeur dans tous les domaines. Et que ce soit le domaine de l'éducation, de la santé, et de la gouvernance politique, etc. Et il faut se poser des questions. Je crois que cette bataille n'est pas encore gagnée. Il y a le bassin du Congo qui est pratiquement inexploité, mais qui est en danger. Et parce qu'avec tout ce qui se passe, tout, etc., ça peut aussi disparaître comme l'Amazonie. Donc il y a pas mal de choses. Le projet d'Inga qui reste pratiquement au stade encore d'idées, alors que c'est un projet qui date des années 1920, du temps colonial, etc. Donc je crois qu'il y a pas mal de choses sur lesquelles il faudrait réfléchir. Donc sous l'angle des thématiques, hein, on peut parler. Bon, il y a des choses qui ont été faites, il y a eu des colloques qui ont été organisés sur le bassin du Congo, etc. Les aspects environnementaux, la protection des forêts, etc. Notamment dans le cadre d'une structure à laquelle appartient le CEPAS. Donc il y a une structure, mais qui fait aussi, voilà, avec le père Minani. Voilà, donc je pense que nous devons nous focaliser maintenant, parce qu'en fait, le développement ou la richesse du Congo, c'est quoi? C'est l'eau. Hein? La première richesse chez nous, c'est l'eau. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Une fois, la présidente d'Éthiopie était venue, je crois, à l'hôtel du Congo, l'hôtel du fleuve. Et puis les dames sont parties, les dames de la société civile sont parties lui dire bonjour parce qu'elles étaient contentes qu'une de leurs consoeurs soit devenue présidente. Mais elle a demandé, mais que faites-vous de cette eau-là qui est en train de passer là? Rien du tout, mais cette eau-là, c'est à peu près 380 milliards de dollars perdus par an. Beaucoup de pays ont des problèmes d'eau. On peut vendre cette eau-là. Hein? Ce n'est pas pour pas aller retirer comme on voulait le faire de l'Ubangi vers le lac Tchad. Non, pas ça. Mais il y a moyen de vendre même après Inga. Donc on peut pas prendre cette eau-là, envoyer en Afrique australe ou envoyer en Afrique. On peut vendre ça comme on vend le pétrole. Hein? Est-ce que pour ça, il faut vraiment... les gens doivent se concentrer sur le point de développement. Si on réalise un projet comme Inga, on capitalise les ressources en eau, ben nous serons, on pense, il ne faudrait plus penser au diamant ou je ne sais pas quoi, etc. C'est ça. Ça part, ça s'épuise. Mais l'eau est là, et l'eau aussi n'est pas éternelle. Hein. Donc il va falloir qu'on s'adapte. Merci. Je souhaite que Congo Afrique continue de paraître à ces rythmes-là, donc au rythme mensuel. Et c'est bien dosé, et tout, etc. Il n'y a pas beaucoup de retard non plus. Et s'ouvre aussi, et c'est déjà fait, à la numérisation, donc c'est déjà fait,
mais peut-être deviennent aussi un lieu de débat. Parce que je crois que les auteurs s'expriment, mais c'est comme si c'était des monologues. Donc, etc. Donc, moi, je crois que on pourrait vraiment faire une sorte de revue interactive, donc qui pourrait combiner à la fois bon, on le fait, les journées, en fait, comment on appelle ça, les journées sociales, je crois au mois de mai. Par exemple, si on pouvait élargir au-delà des journées sociales, parce que ça réunit surtout le clergé, en fait, bon, avec les civils bien sûr, les laïcs, mais on pourrait faire ça, des thématiques de ce genre-là, tout au long de l'année. Donc, si on peut avoir 2 ou 3 thématiques, en plus des journées sociales, par exemple des journées environnementales, ou des journées des ressources en eau, je crois que on va mettre, c'est-à-dire la pression sera toujours là. Et comme les journées sociales, les journées démocratiques, tout etc. Donc ça permettra toujours d'avoir des discussions sur le sujet majeur qui nous préoccupe. Qu'est-ce qui nous préoccupe? C'est la démocratie. Qu'est-ce qui nous préoccupe? C'est le sous-développement. Qu'est-ce qui nous préoccupe? C'est l'environnement, donc les menaces climatiques, tout ça, etc., la crise climatique, etc. Voilà. Merci beaucoup, professeur. Professeur, un message aux jeunes chercheurs, intellectuels, lecteurs, qui découvrent Congo Afrique aujourd'hui. Qu'ils lisent Congo Afrique. L'accès est très facilité ici à la bio. Qui s'abonne, hein, chaque étudiant devrait se faire, en fait, faire un sacrifice pour s'abonner à Congo Afrique. S'ils ne peuvent pas se déplacer pour venir jusqu'ici pour lire, eh bien qu'ils s'abonnent. Ils peuvent même faire des abonnements en groupe, hein, et même créer des clubs Congo Afrique, hein, donc où ils peuvent débattre des sujets qui sont publiés par Congo Afrique à leur niveau, au niveau de hommes, au niveau de ceux qui habitent le même quartier, au niveau des quartiers, au niveau des paroisses, pourquoi pas. Nous avions à l'époque, quand nous étions jeunes, on s'est partagé la revue Afrique chrétienne, etc., qui était une revue hebdomadaire, donc, etc., et qui a été, comme vous le savez, c'est l'histoire, hein, ça a été interdit parce que on avait publié un article très critique sur la Chine à l'époque de Mao. Et ça n'a pas plu au pouvoir du président Mobutu qui était en train de chercher à s'allier à Mao, etc. C'était ça la cause. Et Congo Afrique a échappé à plusieurs reprises. C'est la seule revue qui n'a pas été interdite. Bon, grâce aussi à la, comment on peut dire, à l'entre-gens des gens comme le père Bonting, tout ça, donc ça a permis quand même de survivre. Mais alors, il faut que c'est eux qui doivent reprendre le flambeau. Ils doivent reprendre le flambeau pour... c'est une œuvre immortelle. Hein, donc, il faut que Congo Afrique demeure immortel. Un mot de la fin, c'est seulement vous souhaiter bonne continuation dans ce que vous faites. Vous faites un travail important pour l'avenir de notre pays et du continent. Donc, il faut continuer et il faut attirer les meilleurs auteurs et il faut que, au-delà de la science, que Congo Afrique devienne vraiment un outil de vulgarisation. Un outil de vulgarisation de la pensée économique, la pensée politique, la pensée sociale, etc. Voilà, donc ça c'est donc je vous souhaite bonne continuation et puis on souhaite aussi que notre compagnonnage avec Congo Afrique continue le plus longtemps possible. Voilà. Oui, vous savez, professeur, que la revue c'est nous avons besoin de partenaires. Oui. Est-ce que vous allez peut-être dire à ceux qui veulent soutenir encore la recherche scientifique à travers la revue de l'Afrique, est-ce que vous pouvez faire lancer un message comme vous aussi, vous êtes abonné il y a 30 ans, 30 ans il y a aussi des partenaires à travers vous. Je crois qu'il y a de plus en plus de partenaires
qui font plutôt ce qu'on appelle l'open access, c'est-à-dire qui essaient de financer des numéros peut-être spéciaux de la revue ou des ouvrages, etc., qui peuvent financer ça et pour permettre aux lecteurs d'accéder gratuitement. Donc, et ça, par exemple, comme vous êtes maintenant sur le site, les gens peuvent, par exemple, tel numéro, on dit, c'est un numéro qui a été financé par telle entreprise. Ce n'est pas nécessaire que ça vienne d'Europe. Ici, les gens sont plus riches parfois ici que les Européens. Hein. Parfois, les Européens s'étonnent eux-mêmes, ils disent, mais comment? Et ils viennent chercher l'argent chez nous alors que c'est eux qui ont l'argent. Donc, l'argent se trouve ici. Donc, il ne faut pas que ça soit toujours cette mendicité internationale. Non, c'est nous qui devons, ceux qui ont des moyens ici, qui peuvent soutenir, peuvent dire, ah, moi je soutiens par exemple un numéro spécial sur le bassin du Congo. Hein? Et ce numéro spécial-là, quand ça sera publié, ça sera open access. Donc, pour les étudiants, pour les chercheurs, tout ça, etc. Je pense qu'on doit aller vers ça. Peut-être qu'il y aura besoin de faire quand même une sorte de campagne publicitaire, réunir les décideurs, etc., pour voir comment des entreprises importantes, comme la GECAMINE, tout ça, je vois que la GECAMINE a quand même, je crois, 10 abonnements d'honneur pour la direction, etc. Mais ce sont ces entreprises-là qui ont beaucoup de moyens, qui peuvent effectivement aider sans aliéner l'indépendance d'esprit de la revue ni de ses auteurs. Non. Pour le moment, par exemple, je suis en train de faire un travail qu'on peut dire de transmission aux générations futures. Donc tout ce que j'ai écrit, d'ailleurs c'est le père Chinton qui à l'époque, qui était rédacteur en chef des Aïe d'Afrique, qui m'avait proposé de mettre ensemble tous les articles avec une certaine cohérence que j'avais publié dans Congo Afrique pour qu'on publie ça sous forme de mélange. Alors moi-même aussi, au bout d'un certain moment, j'ai publié plus de 150 articles, pas seulement Congo Afrique. Alors je suis en train de les réunir dans des volumes bien thématisés, publiés par plusieurs maisons d'édition. Par exemple, sur la justice traditionnelle, c'est les presses universitaires juridiques de Poitiers qui vont publier ça au premier trimestre. Bon, j'ai encore un autre sur le droit régional africain, et avec à peu près 25 à 30 textes. Et ça sera publié, ces volumes sera publié par les éditions Pédon, donc dans la collection de l'IREDIS de la Sorbonne. Et puis, je vais préparer encore un troisième sur le droit de l'action humanitaire en Afrique. Donc, une vingtaine d'articles aussi. Bon, et puis là, le droit de l'homme, ça sera peut-être une cinquantaine d'articles. Donc, avec une certaine cohérence, etc. Je pense que ce que j'ai écrit est un peu épars. Donc, quelqu'un ne peut pas nécessairement voir un fil conducteur s'il me lit de façon désordonnée. Mais quand c'est rassemblé comme ça, dans des volumes bien spécifiques, eh bien, derrière, vous allez voir, même l'auteur découvre lui-même sa propre pensée en réalisant ce qu'il a écrit. Parce que vous allez vous rendre compte qu'à la fin, vous avez écrit une trentaine d'articles dans tel domaine, mais il y a un lien. Mais quand vous avez écrit chaque article, mais vous n'avez pas établi immédiatement les liens. Mais après 15-20 ans, vous établissez c'est-à-dire que il y a une sorte de pensée qui se développe progressivement au fur et à mesure que vous publiez. Alors,